Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Intime Conviction sur votre télévision, la télévision qui est toujours plus proche de vous. En plus de la solitude, beaucoup de veuves, ou bien plusieurs veuves, connaissent aussi des sentiments de peur, d'incertitude, d'insécurité, dus au départ de l'homme qui était censé les protéger et subvenir aux besoins de la famille. À ces peines psychologiques, ça s'ajoute souvent des traitements sociaux péjoratifs qu'elles subissent de la part de leur entourage. Alors nous, on se pose la question ce soir sur ce plateau, celle de savoir quelle est la situation des veuves au Cameroun. Et avec nous pour en parler, il y a Maître Frédéric Kemoué. Ça fait un moment déjà quand même qu'on ne vous a pas eu sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Aline, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. C'est un plaisir de me retrouver sur le plateau à nouveau, ça fait vraiment longtemps. Oui. Et je vais essayer donc justement de partager avec vous peut-être mon expérience et mes connaissances en fonction des faits qui seront posés au cours de l'émission. En tout cas, c'est un plaisir pour nous aussi de vous recevoir ce soir. Merci, partagez. Alors, et puis on aura Blandine Wamba qui a le statut de veuve et qui a accepté de partager son expérience avec nous ce soir. Blandine, bonsoir et bienvenue sur Canal 2 International. Merci madame, bonsoir. Bienvenue. Merci. Ok. Vous parlerez à cœur ouvert ce soir? Ça va aller? Ça va aller. Oui. Alors, je propose que derrière la transition, qu'on découvre le premier témoignage. Alors, on va débuter avec, vous faites donc découvrir le visage de notre invitée qui témoigne principalement ce soir. Elle, c'est Hortense Zota-Kenyi, épouse Tonle. Bonsoir et bienvenue sur Canal 2 International. Merci, bonsoir. Merci, le plaisir est partagé. Voilà. C'est ma première fois de me présenter à Canal 2. Je dis grandement merci. Oui. Oui, C'est la télévision toujours plus proche du peuple. Oui. Voilà. Je suis Madame Tonle. Oui. Je suis veuve depuis 13 ans, 2013. Ne vous inquiétez pas, moi je vais poser des questions. Ok. Je vais poser des questions et vous allez pouvoir y répondre. Alors, comment vous avez rencontré celui qui est devenu plus tard votre époux? Oui, je l'ai rencontré quand j'étais encore élève à l'ESAO, pendant le moment où je faisais le stage. C'est là où on s'est rencontrés à la Quintini. À la Quintini? À la Quintini, hôpital La Quintini. Pour la première fois, il était à la Quintini. Moi-même, j'étais aussi là. Il est venu de Yaoundé. Au fur et à mesure, quand on se trouvait dans les salles des infirmières pour travailler sur les malades, c'est là où on a pris connaissance. Et après un moment venu, il m'a demandé si je pouvais partager ma vie avec lui. J'ai accepté. Au bout de combien de temps il vous a demandé? On a fait plus d'1 an et demi de fiançailles. J'étais encore étudiant, il était prêt déjà à sortir de l'école. Oui, il est parti demander ma main. Et puis nous sommes restés, il est retourné à Yaoundé, je suis restée. Donc il a demandé vous étiez d'accord que vous vous mariez? Oui, j'étais d'accord. Vous attendiez cela? Oui. Qu'il demande votre main? Oui. Après un moment, j'ai encore dit non, je ne peux plus. Je veux continuer à mes études. C'est là où ma famille a essayé de me convaincre que non, puisque dans mon jeune âge, je souhaiterais d'être sœur. Donc, et je me donnais tellement à l'église, ils ont eu peur que je peux continuer. Ils m'ont convaincu de l'épouser. J'ai accepté. Oui, quand j'ai accepté de l'épouser, il a fini ses études. Il est venu me demander, me faire les toquets portés. Après, il m'a bien doté. Oui. À la fin de ses études, elle a eu l'affectation, elle est venue sur Douala. C'est là où, quand j'ai fini de composer,
en 4e année, que j'étais en 3e année. On est parti vivre. Il a loué la maison. On est parti commencer notre vie de couple ensemble. Oui. Après notre premier enfant, ce n'était pas facile. Oui, mais Qu'est-ce qui n'était pas facile? Le mariage n'était pas facile. Ce n'était pas ce que je croyais. Oui, ce n'était pas ce que je croyais. Et j'ai commencé à devenir responsable de soi-même, être dur dans le mariage. Donc, les choses que je voyais, ce n'était pas ça que je croyais que ça... Dans les fiançailles, je ne savais pas que ça pouvait être différent de ce qu'on a vécu au moment des fiançailles. Oui, j'ai fait le premier enfant, puisque dès les premières semaines, j'avais le retard. Après 2 semaines, j'avais le retard. Donc, je n'ai pas tardé comme d'autres femmes parce que j'étais encore très jeune, très fraîche. Et puis, je n'avais pas les idées que les jeunes filles d'aujourd'hui en ont. Elles ont quelles idées? Donc, les jeunes filles d'aujourd'hui, nos enfants même, ce que nous avons vécu, ce n'est pas ça qu'ils font aujourd'hui. D'accord. Alors, et puis, c'était pas un long fleuve tranquille. Et vous avez vécu ensemble pendant combien de temps? On a vécu pendant 19 ans. Pendant 19 ans, il est décédé. Et, comment il est mort? Il est mort d'un anémie sévère. Anémie sévère. Anémie sévère. Parce qu'il est tombé dans les alcools. Il buvait sans contrôler. Et puis, un de ces 4 matins, il est sorti. La porte s'est bloquée. Il voulait à tout prix entrer dedans. Il est tombé. Il a cassé la main. Et quand il a cassé la main, il ne s'occupait pas de cette main-là. Après, il ne se nourrissait pas bien. Il est tombé dans les alcools de gauche à droite. C'est là où ça a entraîné la mort. Oui. Et une fois qu'il est décédé, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est la famille sa famille à lui qui s'est occupée du deuil? Comment ça s'est passé? Non. Quand il est décédé, c'est moi seule et ma famille. Sa famille a abandonné à moi seule. Je me suis occupée de tout. Puisqu'il est mort à la maison. Il est mort pendant qu'on l'habillait pour l'amener à l'hôpital. Il a rendu l'âme. On l'a amené à l'hôpital Bonassama. Ses frères sont d'abord tous venus. Chacun regardait, se reculait parce qu'il ne pouvait pas sortir un 5 francs. C'est moi et ma famille. Nous sommes occupés de tout cela jusqu'à l'enterrement. Même pour aller au village l'enterrer, c'est toujours ma famille et moi qui a payé de l'argent pour qu'on puisse faire sa tombe et tout et tout. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Sa famille disait que c'est moi qui lui ai tué, et je l'ai abandonné, machin, truc, ceci et cela. Il y avait ses 2 frères qui disaient que non, je suis une femme complète, je suis une femme assez mature et puis ce que je supporte, aucune femme ne peut supporter à travers ce qu'ils ont vu. Donc, les autres qui étaient au village, un peu des autres villes, comme ils ne connaissaient pas ce qui s'est passé, ils ont pris le côté. On dit qu'on me lance des cailloux, on me fait ceci. Avant que ces 2 frères, on dit jamais. Ils ne veulent pas voir ça. Qui voulait qu'on vous lance des cailloux? Sa sœur, sa grande sœur aînée. Sa grande sœur aînée. Pourquoi on devait vous lancer des cailloux? Que j'ai abandonné son frère, il est décédé. Je ne prenais pas soin de lui. Autant de choses, c'est pour ça qu'il est mort. Or, que même le cardinal Tchoumi, paix à son âme, comme j'étais tellement chrétien, il a envoyé même les prêtres de venir essayer de voir ce qui ne va pas pour prier pour lui. Quand ils ont prié, on a fait des séances de prière pendant 7 jours. Et on m'a dit qu'il est hanté.
Et quand on a dit qu'il est hanté, il a dit qu'il ne peut plus aller un jour à l'église. Comme j'étais chrétien catholique, quand je me suis mariée, on ne s'est pas marié à l'église. Il m'a dit qu'il fait comme ça pour me punir, de ne pas me communier. Il ne veut plus se marier à l'église. Bon, après la doctrine qu'on a fait à la maison, les cardinaux Tumi avec les prêtres qu'on les a envoyés, on l'a convaincu. Il a dit que jamais il ne peut pas, même à l'église, il ne peut pas. À un moment, il a dit que oui, allons nous marier. J'ai dit qu'on ne se marie pas pour faire plaisir dans l'hôtel de l'église. Comme tu as refusé, le jour que ton cœur va accepter, on va le faire. Malheureusement, la mort est venue le prendre sans qu'on se marie. Et une fois, donc pendant la cérémonie, à quel moment est-ce que vous avez entendu dire que c'est vous qui avez tué? Pendant qu'il était encore... Pendant qu'il était... hors du sol? Il n'était pas encore enterré? Il n'était pas encore enterré. On disait qu'on va me maltraiter pour ne pas faire le veuvage. C'est par là où le frère, le père, mon père spirituel de l'église m'a dit que si on arrive au village, on ne me fait pas le veuvage, je rentre faire ça à l'église. Oui, mon prêtre de l'église. On est arrivé au village avec le corps. On m'a donné un côté avec ma famille. J'étais de mon côté, eux ils étaient de leur côté. C'est après l'enterrement que son frère a pris la parole, il a parlé, il a dit comment ce que son frère faisait. Il a tout parlé avant que les autres gens ont dit que donc c'était comme ça avant que sa sœur est venue nous dire le contraire. Les gens ont commencé à venir vers moi. C'est en ce temps-là où on m'a fait le veuvage. Dès qu'on a enterré, je suis partie avec ma co-épouse qu'elle a aussi perdu le mari pour aller accompagner le deuil et venue maintenant faire le veuvage. Oui, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le veuvage? Qu'est-ce que vous avez eu à faire comme rite? Comme j'ai fait le veuvage, les rites qu'on a fait, on part d'abord ailleurs, là où quelqu'un est mort. Tu accompagnes et tu rentres, tu marches pieds nus avec une bouteille très sale, avec une pagne attachée à pied. Il faut arriver là-bas où on pleut aussi le deuil. Tu fais les tours, tu remontes, tu pars, tu rentres chez toi, tu rentres maintenant. Après, on part au marigot te laver. Il y a une partie que ta famille vient aussi faire. Ils cassent le bois, ils brûlent pour dire que on en finit avec. Et après, on part te laver au marigot. Là où tu pars et tu rentres, on te jette tout ce qui est sur toi. Là où tu ne peux plus jamais traverser. Donc c'est vous, pas sur toi. Ah, moi. De vous. Oui, de moi-même. C'est comme ça que ça s'est passé. Et après ça, quand on fait ça, tu rentres. Pas tu, vous. Moi, je rentre torse nu. Vous êtes rentré torse nu ce jour? Torse nu avec celle qui m'a accompagnée. Je suis arrivée à la maison avant de m'habiller nouvellement. Oui. Après ça, le matin, tu pars au marché. Tu fais le tour du marché. Tu fais le tour du marché avec un sac en main. Tu partages la cola. Ceux qui ont déjà fait ça, dès qu'ils te voient avec le sac, avec l'habit que tu as, on sait que c'est toi. Le sac que tu as, on met l'argent, on prend la cola. Après ça, tu rentres, tu t'assois. Tes beaux-frères, la belle famille devait venir maintenant. Tu mets les choses comme si tu vendais. On te donne les semences de nourriture, tu déposes. Ils viennent payer. Bon, pourquoi vous vous désolidarisez de l'histoire en parlant de l'autre au lieu de parler de vous? Je parle de moi-même. Donc, je parle de moi-même, ce que j'ai vécu. Oui, ça... Et après ça, c'est quelque chose de traumatique. Parce que... Ça vous a traumatisé à quel niveau? Ça m'a beaucoup traumatisé. Quelle est la partie qui vous a traumatisé? Quand, au moment où, dès qu'on a enterré, on a appelé toute la belle famille et ma famille pour qu'on essaie de chercher parmi mes enfants qui doit être successeur. Ils ont tous fui. Vos enfants ont fui? La belle famille, personne n'est entré. Il n'y avait qu'un seul, un de ses frères qui dit toujours que, et que mes enfants connaissaient même déjà que leur père dit toujours que si elle n'est pas là, c'est telle personne
qui va le remplacer. Donc, tous les enfants connaissaient. Mais il y avait des tiraillements. Non, il n'y avait pas de tiraillement. Il y avait ses 2 amis aussi qui étaient au début. Ils ont confirmé qu'il dit toujours que s'il n'est pas là, c'est tel enfant qui le remplace. On a fait avec ses amis et 2 de ses frères et ma famille. Qu'est-ce qui a été dur pour vous pendant cette période? Ce qui Parce était que si dur vous pleurez d'abord, aujourd'hui, c'est oui, que... j'ai passé des moments très difficiles. Comment ça? D'abord même, de son vivant même, avec les alcools et tout. Son prénom, c'était quoi? C'était Blaise Thomas. Oui. De son vivant même, ce n'était pas facile. Il pouvait boire ses biens et venir trouver que tu as arrangé quelque chose, il détruit tout ça. Ça, si bien que je parlais et ma famille n'acceptait pas, personne n'acceptait. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un avocat, je lui ai dit que dès que je lui ai parlé de ça, il m'a dit que si elle fait encore les choses comme ça, appelle-moi. Un jour, il est venu, il a détruit toutes mes marchandises en plein carrefour et tout. Je les ai appelés, ils sont venus. Et il y avait le commissaire, le commandant de brigade aussi qui est venu. Quand les enfants ont vu comment les enfants passants ont vu comment il a détruit toute ma marchandise, on voulait battre sur lui. Le commandant est venu et l'avocat l'avocat là est venu avec le commandant de brigade. On a dit de le laisser. Oui, on nous a amenés au service social. Donc vous étiez victime de violences conjugales? Des violences, je ne sais pas. Tellement de violences conjugales. Et comme j'étais chrétienne. Et quand il est décédé, est-ce qu'il avait des biens? Vous avez hérité quelque chose? Non, il n'avait pas de biens. Il était fonctionnaire de son état. Il était technicien du génie sanitaire. Mais vous avez reçu une pension? Oui, après, pour avoir la pension, ce n'était pas facile. J'ai tellement épuisé et investi pour avoir cette pension. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. J'ai eu la pension à la 8e année. La famille voulait que vous partagiez avec elle? Sa famille non. Il ne s'est même pas intéressé parce qu'il ne savait même pas que je pouvais arriver à l'hôtel de récupérer la pension. Et quand j'ai eu la pension, quand j'ai pris ça, je suis partie là où, comme le chef du village avait dit que si quelqu'un peut construire la maison et il ne construit pas, dès qu'il meurt, on va rester qu'au champ. Faire toutes ces choses là-bas. J'ai fait tout le veuvage qu'au champ, là où on l'a enterré. J'étais obligée d'aller faire une petite cabane là-bas. Donc vous avez pu prendre soin des enfants jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. Je prends soin de mes enfants. Et vous faisiez quoi pour prendre soin des enfants? Vous le faisiez déjà vous-même? Oui, pratiquement seul? Oui, je faisais déjà seul de son vivant. Je faisais déjà seul. Oui, je vendais. J'ai commencé d'abord par une cabine téléphonique. J'ai offert une cabine téléphonique auquel je faisais je payais les petites marchandises, les croquettes, je faisais les arachides et puis je vendais dans la cabine. Après, j'ai introduit les cartes et le call-box. Entre autre chose. Oui, on va revenir vers vous, parce qu'il faudrait qu'on prenne déjà aussi l'avocat, maître Frédéric Kemwe. Et la première question que je m'en vais vous poser, c'est celle de savoir, est-ce qu'il y a des textes qui encadrent ce qu'on appelle les rites de veuvage dans notre contexte? Texte juridique. Bon, pour ce qui est des rites de veuvage, à ma connaissance, non, il n'y a pas de texte particulier qui encadre les rites de veuvage. Ça dépend non, justement de chaque culture. En principe, vous savez que dans notre contexte, nous avons une sorte de dualité juridique, c'est-à-dire qu'on applique les règles coutumières et qui sont propres à chaque localité ou à chaque communauté coutumière. Donc, et là, dans ce cas, si vous acceptez de vous soumettre aux exigences coutumières, vous avez l'obligation de tenir ou encore de respecter. Mais sauf que sur le plan du droit écrit, il n'y a aucun texte
qui impose quelques rites que ce soit. Voilà. Et quels sont les abus, surtout sur le plan juridique, dont sont souvent victimes les veuves? Du moins, ce que je peux dire, c'est que une veuve qui ne souhaite pas être assujettie à des exigences coutumières en matière de veuvage peut simplement décider d'en décliner. Voilà. Et si d'aventure on lui impose ça en portant atteinte à son intégrité physique ou en lui imposant de force de se soumettre à quelque pratique que ce soit, la personne est en droit de saisir les autorités et de déposer plainte ou de, voilà, justement, ça peut être pour des coups, des blessures, ça peut être, dans tous les cas, vous avez la possibilité de saisir les autorités compétentes si vous estimez qu'on porte atteinte à votre intégrité ou si vous subissez des sévices ou des violences qui entraînent peut-être des lésions ou non, c'est votre droit le plus absolu, quoi. Donc on peut mettre ça sur le coup de sévices, coups et blessures. Oui, c'est-à-dire qu'on va l'entrer tout de suite dans un cadre d'infraction de droit commun. C'est-à-dire que si vous avez subi, prenons le cas dans une situation où on traîne par exemple l'épouse contre son gré et qu'elle subisse par exemple des écorchures, perte de membres et tout le reste, là on plonge tout de suite dans le cas dans un contexte de coups et blessures. Ça peut être des blessures simples, ça peut être des blessures légères, ça peut être parfois même des coups mortels. C'est-à-dire que dans certains cas, et là vous êtes en droit de déposer plainte pour des sévices ou bien pour... Et une fois que le mari meurt, qui gère les biens à ce moment-là? Le mari meurt, qui gère les biens? Ça, c'est une question à laquelle on devrait répondre en tenant compte du contexte. Donc, vous savez, en droit des successions chez nous, comme je viens de dire tout à l'heure, nous avons une dualité juridique. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, de vous soumettre au droit coutumier. Et là, encore une fois de plus, ça va dépendre des coutumes. Donc, prenons peut-être la coutume des Bamileke que je maîtrise un peu. Dans un contexte successoral chez les Bamileke, généralement, c'est l'héritier. Donc, l'héritier coutumier qui, normalement, devrait prendre la suite du père dans le cadre de l'administration de ses biens ou même de la famille. Maintenant, en droit moderne, ou encore en droit écrit, en cas de décès d'une personne, on se retrouve dans un contexte d'indivision successorale. Et là, c'est vite fait parce que il faudra organiser donc justement l'administration des biens. Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on a un conseil de famille qui siège et qui désigne les personnes habilitées à administrer les biens de la personne. Donc, et si c'est-à-dire que la personne, on va tenir compte des héritiers, bien évidemment, parce qu'il faut définir donc justement qui sont habilités ou bien sont à même de pouvoir recueillir la succession en tant qu'héritier. Donc parmi eux, parfois, ou même les membres de famille ou le conjoint survivant, quand on a des mineurs, on peut désigner donc justement la personne. Mais je dis que cette désignation qui est faite, si elle est faite par un conseil de famille, devrait faire l'objet d'une homologation par le juge compétent. Donc ça pourrait être devant le tribunal de droit traditionnel ou devant le tribunal de grande instance parfois. Maintenant, si les familles ne s'accordent pas, on va donc laisser le soin très souvent au juge de désigner. Et là, nous sommes généralement devant le juge, devant le tribunal de grande instance. Alors, là, on aborde sur le plan juridique. On aura appris que quand un homme meurt, la moitié, déjà, on tient compte déjà de la communauté des biens ou pas. Ensuite, on parle de la famille qui intervient à un niveau et la veuve qui intervient bien après. Ok, d'accord. Non, là il faut peut-être faire la précision à ce niveau. Vous savez, quand il y a mariage, du moins, supposons le mariage a été célébré et deux personnes sont mariées. Donc, le mariage ne peut être dissous que dans deux hypothèses. Soit nous avons
divorce qui a été prononcé et la décision est devenue définitive, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de voie de recours possible. Et là, le mariage est dissous. Donc, on peut également avoir le contexte du décès de l'un des conjoints. Donc, voilà les deux hypothèses qui entraînent la dissolution du mariage. Allons-y droit au but. Oui, droit au but, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire le quand le mariage est donc dissous... Non, pas le mariage dissous, on parle des veuves. Je ne peux pas parler de communauté, ou bien vous avez parlé la moitié des biens, sans parler de dissolution de mariage. Non, je veux dire que ce qu'on veut savoir, quand un homme est mort, oui, qui gère les biens de l'enfant, enfin, de la famille sur le plan juridique, on aimerait que vous nous éclairez à ce niveau, au niveau du fait que à un moment donné, il y a la famille de l'homme qui intervient pour la gestion des biens alors que la femme est encore vivante. Non, la gestion des biens, c'est une chose. La gestion des biens, quand une personne décède et que sa succession n'a pas été liquidée, c'est-à-dire on n'a pas partagé ses biens de manière formelle ou encore selon les modalités, on se retrouve dans une situation d'indivision, de masse indivise de sa succession. Il faut donc trouver des personnes habilitées à le faire. Donc, la famille se concède et la famille, dans le cadre d'un conseil de famille, peut désigner des personnes donc, qui seront en charge donc, justement de gérer les biens. Pas forcément l'épouse. Donc, c'est la famille qui décide. C'est-à-dire, on a un collège de personnes qui décident, voilà, telle personne est décédée avec des biens ici et là, et on désigne une ou deux personnes chargées de l'administration de ces biens en attendant le partage. Parlons donc de l'héritage. Qui hérite de quoi une fois qu'il est décédé? Ah voilà, ok, d'accord. Ça, c'est autre chose. Donc, quand une personne décède, il faut tout de suite établir les qui sont bénéficiaires de la dévolution successorale. C'est-à-dire les qui vont être désormais propriétaires de ces biens. Donc, notre législation a prévu donc justement un ordre successoral. Quand la personne est décédée ayant laissé des enfants, donc à l'époque on distinguait entre les enfants légitimes et les enfants naturels, mais a laissé des enfants, appelons ça enfants, jusqu'aujourd'hui il n'y a plus de distinction, ce sont les enfants qui recueillent donc justement la succession, qui deviennent des propriétaires. Donc les propriétaires, ils vont rentrer en pleine propriété qu'après qu'on aura procédé au partage de la succession et on aura dit telle personne a droit à ci, telle personne a droit à ça. Avant ce partage, c'est une masse indivise qui appartient à eux tous, en tout et pour tout. Aux enfants? Oui, aux enfants, s'il a laissé des descendants. Et s'il n'a pas laissé d'enfants? Non, s'il n'a pas laissé d'enfants, non. On rentre maintenant dans un contexte de dévolution à ses collatéraux. Donc maintenant, on va voir, est-ce qu'il a laissé des collatéraux, c'est-à-dire des frères et sœurs? Est-ce qu'il a laissé des parents? Voilà. S'il a laissé des frères et sœurs, ils vont prendre la moitié et les ascendants privilégiés, c'est-à-dire ses parents, vont prendre l'autre moitié. Si l'un des parents est décédé, la part qui lui revenait donc justement est reversée dans la part des collatéraux privilégiés, c'est-à-dire des frères et sœurs. Et la veuve intervient à quel niveau? La dévolution successorale de la veuve est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que la veuve intervient dans certains cas précis et exceptionnels. C'est-à-dire que pour que la veuve rentre dans la succession du mari, il faut que des conditions soient réunies. Par exemple, quand la personne décède ayant laissé des descendants, la veuve n'a droit à rien dans la succession du mari, en dehors de l'usufruit, parce qu'il faut quand même préciser que s'il est décédé ayant laissé un ou plusieurs enfants légitimes, elle a droit à l'usufruit du quart, au moins. C'est-à-dire que l'usufruit, c'est-à-dire elle peut jouir, utiliser et recueillir les fruits jusqu'à la hauteur du quart des biens de la succession du défunt. Voilà ce à quoi elle a droit. Maintenant, s'il est décédé n'ayant laissé ni père, ni mère, ni frère, elle rentre dans la pleine propriété. Ça, c'est l'article 767, alinéa 1 du Code civil. Donc, en termes de préséance, il y a d'abord les enfants. Il y a les descendants, oui, les enfants. Ensuite, ça, les descendants. Non, oui. Utilisez des termes que ce soit facilement accessible. Ok, d'accord, oui, oui. Donc, il y a les enfants. Oui, nous avons les enfants. Ensuite, il y a les frères et sœurs. Oui, si, les parents d'abord. Oui, s'il n'y a pas, non, les frères et sœurs et les parents, c'est-à-dire qu'ils viennent conjointement. Voilà, là-dedans, pas moitié, les ascendants, parce qu'on les appelle les ascendants privilégiés, les pères et mères. Allons-y, terre à terre. Donc, il y a d'abord les enfants. Il y a d'abord les enfants dans le premier ordre. Ensuite, il y a les ascendants. Donc, il y a les ascendants, dans l'autre, oui, voilà. Qui sont les frères et les parents au même niveau.
Oui, quand je dis les ascendants, ce sont les parents. Ah, les parents d'abord. Il y a les parents. Qui comprennent quoi? Le père et la mère, parce que voilà, justement, les parents biologiques, qu'on appelle les ascendants privilégiés. Non, on a les parents qui viennent et qui viennent en concours avec les frères et sœurs. Ça, il faut noter ça comme ça. Pour que ce soit simple. Oui, ils viennent conjointement à ce niveau. Pour qu'on comprenne. Oui, disons-le comme ça. Voilà. Et la veuve arrive? La veuve va arriver après. Après, tout ce monde. Voilà, non, s'il n'a pas laissé de frère ni de père. C'est pour ça qu'on voilà, dit elle vient en pleine propriété. Voilà, oui, c'est ça. Oui, elle peut même prendre, oui, justement. Elle peut même, dans certains cas, avoir la moitié. Voilà. Si, prenons, ok, voilà un cas, voilà ce que je veux dire. Non, on va vous donner la parole après, maître. On va donner la parole d'abord à la dame. Hein? Voilà, qu'elle puisse aussi s'exprimer. Il s'agit de Blandine Wamba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Blandine. Merci. Alors vous, c'est depuis 2013? Oui. Mon mari est mort en 2013, le 5 août 2013 au Tchad. Vous viviez ensemble? Dans quelles conditions? La société Aman a été d'abord ici basée. On ne va pas donner le nom des entreprises et tout ça, c'est pas nécessaire. Okay. La société où il travaillait était d'abord ici. Après, la société a été transférée au Tchad. On l'a envoyé là-bas. Donc pendant les vacances, je partais là-bas passer les vacances avec lui et les enfants. Il y a les vacances de cette année de 2013, nous sommes partis. Je suis partie avec mes 4 enfants. On est arrivé là-bas. L'harmonie était bien. Un matin, il est sorti de la maison. Il était qu'en santé, il n'y avait pas de problème. Vers 10 heures, son collègue est venu à la maison, me dit que je viens avec lui, que je porte un seau et quelques habits, que mon mari est tombé dans son bureau. J'ai dit que tombé comment? Il dit que viens seulement, ramasse les choses, on part. On arrive à la clinique, je le trouve, il est couché au lit. Il ne respirait même plus bien. Donc, il ne reconnaissait même plus personne. J'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. On me dit qu'il était sur la chaise, il parlait avec les amis. Subitement, on a vu comment il partait d'un seul côté. Et là, il est tombé. Entre-temps, comme le Tchad n'est pas tellement développé en médecine, on cherchait moyen à le transférer. Donc son patron cherchait moyen à le transférer au Soudan. Mais certains gens disaient que c'est un Camerounais, il faut qu'on le transfère dans son pays. Finalement, en cherchant, en signant les papiers pour le transférer au Soudan, la mort s'est survenue. Et puis, on a fait presque 2 semaines là-bas en signant les papiers, tout, la conformité des enfants et moi, et pour le corps aussi. Quand on a fini les papiers, on nous a envoyé le chef du personnel de cette année-là. Il nous a accompagnés au Cameroun avec le corps et mes enfants. Et quand on quittait le Tchad, le PDG de la société m'avait dit que je pars d'abord faire le deuil. Quand je vais finir le deuil, je reviens au Tchad, on calcule ses droits, on paye. Quand nous sommes arrivés au Cameroun, on est parti, on a encore fait presque 1 semaine, on a mis le corps à la garnison avec l'accord de la famille, de ma famille et de ma belle famille. On était tous en accord. Le corps a encore fait 1 semaine à la garnison. Après, on a fait la levée de corps. On est parti au village à Tchan, enterré. Quand on a fini le deuil, les rites de veuvage, tout, comme ça se passe chez nous. Donc j'ai fait tout. Mais lui-même de son vivant avait dit que qu'on ne me trimballe pas, que je ne fais rien. Mais comme à la coutume, il faut toujours suivre la coutume. J'ai fait tout cela. Après, quand on est rentré sur Douala, j'ai attendu encore presque 2 mois. J'ai appelé là-bas au Tchad.
ils m'ont dit que je pouvais venir. Quand je partais, je savais que c'était pour qu'on paye ses droits. Quand je suis arrivée là-bas, ils n'ont même pas permis de voir le PDG. Parce que lui-même, il m'avait promis. Il était venu, parce que quand mon mari est mort, je pleurais. Il est venu me dire qu'on me dit de ne pas m'inquiéter, qu'il va s'occuper de la scolarité de tous mes enfants. Ils vont arriver là où ils vont arriver. Il va payer leur scolarité. Et surtout, ça m'a réconforté parce que parmi mes enfants, j'ai un enfant autiste. Donc ça me faisait de quel âge? Il a 21 ans aujourd'hui. Oui. Donc quand je suis retournée là-bas, j'ai pris la route en passant par Kousséri. À Kousséri, j'ai transité au Tchad. Quand je suis arrivée là-bas, ils n'ont même pas accepté que je puisse voir le PDG de la société. Donc c'est le directeur financier qui m'a accueilli. Il m'a dit que madame, tu vois, comme ça on n'a pas encore calculé les droits de ton mari, il faut que tu rentres, on va tout juste te payer encore le transport retour. J'ai dit que et les enfants vont faire comment? Les enfants ne vont pas fréquenter, ou ils vont faire comment? Ils ont dit que non, ne t'inquiète pas, on va calculer, on va t'appeler. Ils m'ont payé le transport, je suis encore retournée au Cameroun. Mais qu'est-ce que vous faites pour vous occuper des enfants Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour vous occuper des enfants? Quand je suis rentrée, j'ai une copine qu'on a fait l'université ensemble. Son grand frère a ouvert une société. Quand elle est venue à la maison, elle m'a trouvée. Elle a dit que ma copine, tu vas faire comment? J'ai dit que je ne sais pas où je vais que rentrer au village avec les enfants. Je ne sais pas. Elle m'a dit que je vais t'aider, tu peux travailler avec moi. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Et entre-temps, ma famille avait dit qu'ils vont payer la scolarité des enfants, que pour un début, ils vont s'en occuper en attendant qu'on paye ses droits. Donc elle m'a pris, j'ai fait un stage pré-emploi d'un mois. Après, on m'a recruté dans la société. Je quittais Bonabéry pour aller en Dokoti, parce que la société était en Dokoti. Elle-même, elle a vu que c'était trop de tracasseries et aussi il y avait un enfant malade comme ça. Il fallait que s'il y a un problème, dès qu'on m'appelle, je cours vite. Je viens voir ce qui ne va pas. Elle m'a dit de chercher une boutique à Bonabéry. Parce que la société fait dans les bouteilles plastiques. Quand j'ai trouvé la boutique, ils sont venus, ils ont inspecté. On a ouvert un dépôt de la société là-bas. D'accord. Alors on va revenir à votre cas. On va aussi lire ce message qui nous parvient. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis juriste et j'aimerais dire que lorsque l'un des époux meurt, il y a dissolution du mariage et la liquidation des biens après décès se fait comme en cas de divorce. On tient compte du régime matrimonial. Si les époux se sont mariés sous le régime de la communauté des biens, la moitié des biens appartiennent à la femme, même s'il y a les enfants. C'est sur l'autre moitié que l'on applique donc les règles, dont l'avocat parle. Une contribution d'un téléspectateur. Oui, justement, Aline, c'est ce qui est, j'ai voulu tout à l'heure commencer en vous parlant de la communauté ou encore de la liquidation. Vous m'avez demandé d'aller droit au but. Effectivement, ce que le téléspectateur a dit, c'est exactement ce qui se passe. Donc, quand un conjoint décède, ce que vous faites, c'est que pour protéger les intérêts de la veuve, si elle est mariée sous le régime de la communauté, le premier réflexe pour éviter qu'on la spolie, c'est de procéder à la liquidation de la communauté. Mais il peut arriver qu'elle ait été mariée sous le régime de la séparation. Ça, c'est une hypothèse. Donc, la communauté n'est qu'une hypothèse. Donc, moi, je poser la question de savoir, qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle vient, comment est-ce qu'elle intègre la succession du mari. Voilà. Donc, il faut liquider la communauté. Et là, peut-être on va rentrer dans les règles de la liquidation de la communauté. Mais en fait, pour faire simple, on liquide la communauté et la part qui revient non, justement au mari après la liquidation, ça rend, c'est la succession. Comme il a dit. Voilà, c'est ça. Alors, l'autre question que je m'avais posée, c'est
Quel est, pour les personnes qui avaient de l'argent en banque, par exemple, est-ce qu'il y a des procédures, est-ce que vous avez la procédure à suivre pour rentrer en possession de l'argent de son époux? Ou bien c'est selon les banques? Bon, disons qu'en fait, les règles sont pratiquement les mêmes d'une banque à une autre. Ce qu'il y a généralement lieu de faire, c'est quoi? La banque vous demande de rapporter la preuve de ce que vous êtes en droit. C'est-à-dire que vous avez un jugement d'hérédité, une grosse, comme ça se fait chez nous, qui indique justement qui sont les héritiers, qui sont administrateurs des biens de la succession. Une fois que vous avez réglé ce qui revient à l'État, ce qu'on appelle les droits successoraux au niveau des impôts, donc, on vous remet donc justement le certificat d'acquis de droit avec la déclaration de succession. Si vous avez déclaré le compte, vous avez réglé ce qui revient à l'État, on vous remet, et la banque, généralement, après avoir recueilli les pièces, acte de naissance, acte de mariage et tout, et surtout la grosse avec le certificat de non-appel, on remet les fonds à la personne désignée, encore personne désignée comme étant les administrateurs ou administratrices des biens de la succession du défunt. Donc, c'est ce qui se passe avec les fonds qui sont à la banque. D'accord. Alors, et puis il y a vous, Hortense, vous avez pensé à un moment donné à créer cette association, l'association des veuves solidaires du Cameroun. Pourquoi? J'ai pensé à créer cette association parce que j'ai vu les veuves tellement dans la souffrance et dans le déséquilibre, tellement déséquilibré auquel j'ai pu... Parce que chaque veuve, quand j'ai rencontré, il parlait son histoire. Ça me rendait, ça me frustrait. Et la plupart des veuves. Celles avec qui vous avez été en contact dépendaient totalement de leur mari pour vivre? Oui, ça dépendait de leur mari. Elles dépendaient totalement. Je veux dire, est-ce que c'est leur mari qui prenait totalement les charges de la maison? Oui, il y a beaucoup que les maris prenaient totalement les charges de la maison. Et après la mort du mari, ils ne savaient plus, ils étaient même dépressés. Ils ne savaient plus par où commencer. Et quand je les trouve comme ça, là, j'essaie aussi de les ramener, de chercher à faire un petit quelque chose pour pouvoir manger, rien que le pain. Donc, je les conseillais comme ça. C'est à travers ça que j'ai eu l'idée de rassembler certaines veuves pour faire cette association des veuves. Alors, dites-nous, Blandine, les problèmes des veuves ne se situent qu'au niveau matériel et financier? La plupart des problèmes de veuves, ça se situe vraiment sur le plan financier. L'éducation des enfants, parce qu'il y a parfois certains veuves n'ont même pas les moyens pour envoyer les enfants à l'école. Prendre soin de leur santé, comme le vôtre, par exemple. Oui. Qui est doué en informatique, hein, vous dites? Oui, vraiment. Il a suivi une formation en informatique. Il est autiste, mais il a suivi une formation en informatique. Oui. Donc, c'est le grand problème, c'est... Il a achevé sa formation, ou bien vous avez besoin que la formation continue? Oui, j'ai besoin que la formation continue. Et ça se paye comment? Ça se paye par mois 50 000. Et il faut un processus de combien de temps pour qu'il achève? Ils m'ont dit qu'à la fin, on pouvait même toujours le prendre dans ce centre de formation pour que d'autres enfants autistes comme lui, que lui peut aussi les former. D'accord. Donc la formation, c'est 50 000 francs par mois. Par mois. Et que vous n'arrivez plus à payer. Oui. Donc les problèmes des veuves, c'est essentiellement matériel et pécunier. Non. C'est quoi d'autre? Quels sont les autres problèmes? L'accompagnement aussi. Quel accompagnement? L'accompagnement pour les veuves les plus démunies. C'est ce qu'on dit que l'accompagnement. Les problèmes financiers et matériels. Il faut aussi créer les petites formations pour qu'ils ne se perdent plus. Parce que quand tu vois les veuves qui n'ont rien à faire, ils sont perdus. Rien qu'avec une bouteille de bière, on peut les prendre. Alors que quand une veuve est occupée, quand il est occupé,
elle n'a plus besoin qu'elle va quémander ou aller marcher n'importe comment. Donc, et aujourd'hui, quand tu vois les hommes qui voient les veuves, ils viennent vers elles. Ils viennent toujours pour les détruire et non pour les soutenir. Parce que tu vois, quand tu les vois, tu les poses la question, mais depuis que ton mari est mort, qu'est-ce que toi-même tu penses à faire? Tu es à Douala, tu ne fais rien. Tu ne rentres pas au village, le village est dur. Qu'est-ce que alors tu peux faire? Tu les proposes certaines trucs et qu'ils ne peuvent pas faire ça. Tu les demandes que, mais tu vis comment? Il dit que j'ai un ami. Elle a dit que non. Quand tu commences à me dire que j'ai un ami, ça commence à tourner dans ma tête tellement mal parce que quand je vois un homme, je n'aime, depuis même mon enfance, je n'avais jamais accepté que quelqu'un me donne quelque chose sans que j'ai travaillé. Alors, donc vous ne voulez pas que les veuves retrouvent l'amour? Parce que après, c'est possible aussi de retrouver l'amour, Blandine. Non, ils peuvent bien retrouver l'amour. Ce n'est pas tous les hommes qui trompent. Ce n'est pas tous les hommes. Il y a vraiment certains hommes qui encadrent vraiment les veuves. Les femmes? Les femmes. Pas parce que les veuves. Oui. Il y a vraiment les hommes sérieux. Ce n'est pas que ici dehors, il n'y en a pas. Peut-être chacune parle d'expérience. Il y a les... Est-ce que les veuves sont condamnées à rester sans mari? Non, ils ne sont pas condamnés. Ils ne sont pas condamnés, mais il faut bien regarder. Il faut mettre l'œil sur sur celui qui va venir vers toi, parce que il y a par exemple une comme moi. Moi, j'aime beaucoup dialoguer avec les hommes. Puisque j'ai beaucoup d'ambition dans la tête. Par rapport à mes ambitions. Pas par rapport parce que tu viens me donner l'amour. Parce que l'homme m'avait déçu. Ce qui fait que le côté là, je mets en stand-by pour moi. Quand je vois mes enfants, ils sont bien portants. Ça me donne la joie. Voilà. C'est de ma part. On va revenir vers vous parce que vous allez nous dire si vous êtes d'accord à prendre aussi ou pas. Entre autres, nous parler aussi de votre situation, ce dont vous avez besoin, entre autres. Mais vous allez nous dire, il y a justement souvent ce fameux problème de, peut-être on n'en a pas des cas précis sur le plateau, de ces hommes qui ne pensent pas à faire le testament. Est-ce qu'il y a un âge pour faire le testament et de régler tout ce qui est bien avant, en se disant que demain on peut ne plus être là? Oui, bien évidemment, la possibilité ou encore toute personne devrait rédiger ou encore laisser un testament avant de s'en aller. Donc là, généralement, quand on a laissé un testament, on va donc dire que sa succession va être réglée par son testament. Donc, non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un âge pour faire son testament? Donc, est-ce qu'il y a un âge pour faire son testament? Dès lors que vous êtes majeur, parce que c'est un acte juridique, vous avez le droit de laisser un testament ou encore d'aller, généralement, parce qu'on a 3 types de testaments. On a le testament holographe, on a le testament authentique, on a le testament mystique. Non, ça c'est un peu plus technique. Donc, le testament authentique, par exemple, donc pour poser cet acte, il faut donc justement avoir la capacité de poser justement cet acte juridique, donc d'aller chez le notaire et de laisser ses dernières volontés, quoi. On peut avoir une idée du prix, une idée de prix. Est-ce que ça coûte? Parce que peut-être certains sont assis à la maison et se disent, on va aller chez le notaire et puis ça va nous coûter combien? Honnêtement, il faut faire quoi un notaire? Non, les actes notariés sont tarifés. Je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain. Il faut peut-être que je rentre dans le texte qui réglemente le tarif des actes notariés. Ou alors faire quoi un notaire, parce que là, il y a des experts. Donc ça, c'est pour le testament écrit? Oui, ça c'est pour le testament holographe, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire le testament holographe, c'est celui qui est signé, c'est celui qui est rédigé de la main du testateur. Donc voilà, il peut le faire sur il scelle. Donc la condition, c'est que ce soit signé et écrit de lui, quoi. Est-ce qu'on peut le faire par mail? Par exemple, je veux dire, votre testament, c'est que vous avez fait un mail où vous avez joint plusieurs personnes. Est-ce que ça tient aussi non, dans notre contexte, c'est pas encore prévu. On a 3 catégories: testament authentique, testament holographe, qui veut dire de la main, et le testament mystique, qui devrait être scellé. Le testament mystique, qu'est-ce que... Le testament mystique, c'est celui qui est écrit et signé et scellé
par le testateur et remis au notaire. Donc, est-ce il y a des catégories de testaments électroniques? Non, je n'en connais pas. Testament mystique? Bon, c'est un terme, hein, il ne faut pas prendre ça au sens littéral du terme, on va dire mystique, parce qu'il y a des questions métaphysiques là, non, c'est simplement parce qu'on a qualifié ça de testament mystique. Donc c'est scellé, justement, c'est parce que c'est couvert d'un sceau, c'est scellé, on ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, c'est seule la volonté du testateur qui est donc justement, il scelle et il remet donc justement à soit un notaire, soit voilà. Et puis on a ces testaments-là, enfin, il faut appeler testament, hein. Ces volontés de certaines personnes qui vont écrire leur volonté, enfin, certaines personnes qui vont écrire leur volonté et remettre à des tiers. Demain, si je ne suis pas là... Oui, qu'on peut remettre à des tiers. Voilà, justement. C'est pour ça que j'ai dit le testament holographe, par exemple, on peut remettre à qui on souhaite. Généralement, on le remet au notaire. C'est-à-dire qu'on a rédigé, on remet au notaire et il y a un jour où on ouvre solennellement le testament, quoi. Mais il y a des conditions de fond et de forme. Donc, pour le testament holographe, ça doit être écrit, rédigé et signé de la main du testateur. Sinon, c'est un testament qui est nul. Alors, est-ce que les problèmes des veuves sur le plan juridique sont pareils que ceux des hommes? Oui, c'est pareil. Généralement, la loi parle de conjoint. La loi ne distingue pas entre la femme ou le mari décédé avant l'autre. D'accord. Et puis, dites-nous, est-ce que la famille de l'homme a obligation de s'occuper des orphelins ou de la veuve? Juridiquement, non. Juridiquement, non. Il n'y a aucun texte légal qui impose aux membres de la famille de la personne décédée de s'occuper de sa progéniture. Non, il n'y a aucun texte légal qui en impose. D'accord. À ma connaissance. Donc, ce qui devrait être fait, puisque vous avez dit que toute personne majeure peut faire son testament, c'est-à-dire que vous le faites au fur et à mesure que vous avez des biens, vous réactualisez à chaque fois, il faut réactualiser. Chaque fois que vous avez un nouveau bien, vous réactualisez le testament? Oui, c'est votre choix. Si vous avez, si c'est un testament authentique, parce que le testament authentique, il faut le dire, c'est rédigé par 2 notaires. Si c'est un seul notaire, il faudra 2 témoins. Donc, chaque fois que vous avez, que vous souhaitez donc justement modifier, c'est votre droit le plus absolu que de repartir vers le notaire et de faire soit des avenants, soit par rapport à votre acte, quoi. Voilà, donc si vous voulez vous modifier quand vous voulez, c'est votre testament. Et une fois que vous avez fait votre testament, vous dites à tout le monde, voilà, mon testament est déposé chez tel notaire, c'est ça? Oui, oui, vous pouvez le dire, vous pouvez laisser par exemple les consignes ou les informations, ou vous pouvez ne pas le faire et le notaire aura l'obligation de le faire en temps opportun, ou encore la personne à qui vous avez remis votre testament. Bon, je vais être un peu vilaine en disant que, en espérant qu'on ne va pas nous dire qu'il y a eu un incendie et que, comme tout est un peu archaïque souvent, on ne dira pas que les dernières volontés sont parties en fumée. Bon, disons que si c'est arrivé, ça peut être des cas de force majeure, ça peut arriver, comme un incendie peut arriver n'importe où. Et voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que si le testament a disparu du fait de l'incendie et qu'on ne peut pas avoir dans les dernières volontés dans le testament, on va être obligé donc justement de recourir aux dispositions légales. Et puis, on n'aura pas fait la volonté du défunt. Non, encore qu'il faut préciser, dans le cas du testament, vous avez l'obligation de respecter l'égalité entre les héritiers. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas fait, votre testament encourt nullité. Mais pour qu'on annule, il faut faire recours à un juge. D'accord. Voilà. Alors, si vous avez un message à passer aux familles qui ont en leur sein des veuves et des orphelins, ce serait quoi? Je leur dirais que être veuve, ce n'est pas qu'on est exclu de la société. Être veuve, c'est aussi comme une femme normale qui est dans le foyer. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a collé quelque chose sur toi que tu vas marcher avec en baissant ta tête que tu es veuve. Donc, je dis à toutes les veuves que vraiment, ce n'est pas... Il faut qu'ils soient solidaires, qu'il faut qu'ils se lèvent, ils se disent qu'ils sont en même temps hommes, ils sont en même temps femmes. Parce qu'il y a les veuves
qui font les choses que un homme ne peut même pas faire. Comme quoi, par exemple? Il y a les hommes qui ne s'occupent même pas de leurs enfants, qui ne payent même pas la scolarité aux enfants. Mais il y a les veuves qui s'en occupent. Ils donnent la ration, ils s'occupent de l'enfant. Donc, c'est ça que je veux... Donc, il y a cette téléspectatrice, Henriette Nanga, qui estime que, bonjour à vous, vous ne semblez pas aborder le véritable problème qui est celui du logement où la veuve est directement expulsée de la maison après son époux. On a parlé de dispositions légales, puisqu'il y a beaucoup de veuves qui sont expulsées de la maison après... Bon, c'est vrai que tout à l'heure, je n'ai peut-être pas eu l'opportunité à cause du temps. Puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, voilà, en une minute justement. rapidement. Oui, non, je vous ai tout à l'heure parlé du droit d'usufruit. Donc, la femme bénéficie d'un droit d'usufruit du cas des biens. Et pour ce qui est du logement familial, elle a le droit d'y vivre jusqu'à son décès. Non, elle a le droit d'y vivre jusqu'à son... C'est un droit d'usufruit, en fait. Donc, le domicile familial, on ne peut pas l'expulser. C'est son droit d'y rester, sauf si Elle peut vivre maintenant... avec ses enfants, Oui, bien évidemment. majeur ou pas. Oui, majeur ou pas, bien évidemment. Encore que le domicile laissé par le défunt, s'il a des enfants, le domicile appartient aux enfants. Voilà, donc à sa descendance. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre que sa descendance si on respecte l'ordre successoral. C'est-à-dire qu'il a des enfants, si la maison lui appartient à un titre foncier, la maison a encore le droit de propriété est dévolu à sa descendance. Voilà. Et donc, mais la mère a un droit d'usufruit, c'est-à-dire de rester dans le domicile conjugal jusqu'à ce que le Seigneur la rappelle aussi. Alors, voilà, si elle se remarie. un message aux familles qui ont en leur sein des veuves et des orphelins. En regardant votre caméra. Oui, je dirais à toutes les veuves. Non, pas les veuves. Les familles d'abord. Soyez concentrés. Voilà. Vous allez parler aux veuves tout à l'heure. Oui, je dirais aux familles qui me suivent ici, qui sont en train de m'écouter ici, d'essayer d'encadrer, d'aider les veuves comme nous. Pas même sur le plan physique, sur le plan moral. Parce que quand tu vois, certains veuves sont perdus parce qu'il n'y a personne qui peut même les conseiller. Donc, c'est ça que je peux dire aux familles victimes comme nous, qu'on doit les conseiller, on doit courir vers eux pour au moins les donner aussi la gaieté de revivre dans leur vie. Oui, et je dirais aussi aux orphelins, puisqu'il y a les hommes qui meurent en laissant les enfants très petits. Et la femme n'a même pas de quoi manger. Tu vois souvent les autres passer, je vois souvent les autres passer. Il te dit que la mère, tu as quelque chose à me donner, je mange. Il y a parfois, il dit que bon, je vais te faire vendre les arachides. Oui. Je te donne 2000. Tu vas payer les arachides. Quand tu vas vendre, tu vas avoir même un 500 là-bas. Ça va te permettre de manger. Donc, c'est ceux qui sont les plus paresseux. Oui, quand tu es... Parce qu'il y en a. Oui. Oui, je dirais aux veuves de ne pas baisser les bras, d'être autonome. Oui. Et vous, un message aux veuves, parce qu'on a terminé. Je disais que être veuve ne veut pas dire synonyme que vraiment on est incapable de faire quelque chose. Il faut qu'on puisse se battre. Il faut qu'on puisse se battre, chercher à créer les petits métiers, fabriquer les trucs comme les parses liquides comme ça, l'eau de javel. C'est les petits métiers qui permettent aux veuves de s'intégrer dans la société. Rapidement, on ne sait jamais, il y a peut-être des bienfaiteurs ou bien des personnes qui regardent l'émission et qui ont à cœur le fardeau des veuves et des orphelins. C'est quoi vos besoins d'abord à vous, Blandine? Qu'est-ce que vous avez comme besoin en tant que veuve? Et vous, avec vos orphelins, vous avez combien d'orphelins? J'ai 4. 4 orphelins. C'est quoi vos besoins? Vous regardez la caméra. Mon plus grand besoin, c'est que si quelqu'un pouvait m'aider à obtenir les droits, pour qu'on puisse payer les droits de mon mari au Tchad. C'est mon plus grand souhait. C'est mon plus grand souhait. Et continuer à payer la formation de mon fils autiste.
Vous avez besoin d'un avocat, un juriste? Oui. C'est vraiment les âmes de bonne volonté. S'ils peuvent vraiment m'aider pour que justice soit rendue, pour qu'on puisse payer les droits de mon mari au Tchad. Alors, et vous, un message? Vous regardez votre Oui, caméra aussi. je dis aux âmes de bonne volonté d'aider les veuves à créer les petits endroits pour pouvoir recueillir l'association auquel on a pu intégrer. Pour que ceux qui ne connaissent pas puissent nous chercher. On essaie de regarder une même direction pour pouvoir sortir de cette pauvreté qui nous retrouve. Vous avez une page Facebook, les veuves associations, les veuves solidaires du Cameroun. Oui, j'ai une page Facebook qui y a le numéro 6 77 18 96 72 ou 6 94 42 32 25. Autant elle est lancée, hein. On ne pouvait plus l'arrêter pour le numéro de téléphone. De toutes les façons, faites facile, allez sur la page Facebook de l'émission. Il y a cet autre amendement que ce juriste aussi apporte aussi, maître. Lorsque les époux sont mariés sur le régime du droit commun, au Cameroun, c'est les meubles et les acquets. La maison familiale, si elle est acquise pendant le mariage, appartient aussi à la veuve. Donc ceux qui l'expulsent font de l'abus, comme vous avez dit tantôt aussi, maître. Alors, c'est un mot peut-être aux familles et aux veuves qui regardent en ce moment, maître. 30 secondes, puisqu'on a terminé déjà. Ok, bon, en fait, ce que je peux recommander aux veuves, c'est quoi? C'est quand elles sont en difficulté, c'est mieux de se rapprocher des autorités ou des juristes ou des avocats, tout simplement, pour pouvoir faire défendre leurs droits. Le ministère des Affaires sociales. Oui, par exemple, oui. On en a des unités auprès des commissariats et voilà, vous allez vous y adresser et puis on va vous recommander à soit un avocat, soit, je sais pas. Non, c'est beaucoup mieux que de pouvoir essayer donc d'aller de ses propres forces. Parfois, on n'a pas les moyens, on n'a pas la connaissance qu'il faut. Voilà. Il faut se faire accompagner, quoi. Oui. C'est terminé. Merci, mesdames, d'être passées par ici. Ben, on espère que vous nous reviendrez très prochainement avec de bonnes nouvelles. On espère aussi, pourquoi pas vous mettre en contact, on verra, avec des juristes qui ont justement, qui travaillent sur ce genre de causes. Blandine, on vous souhaite le meilleur pour la suite. À vous aussi, donnez des nouvelles. N'hésitez pas à nous contacter quand vous avez des activités liées à votre association pour que Canal 2 a l'habitude de le faire, que Canal 2 puisse vous accompagner autant, en tant que média, autant qu'il peut, en tant que média, pour vos actions, pour faire connaître. C'est terminé pour ce soir. On va se dire que on se retrouve lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.